Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est député LFI-NFP de la 2e circonscription du Finistère, à savoir la circonscription de Brest-Centre. Il est avec nous ce matin après une longue route depuis Brest, précisément. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors nous allons parler, monsieur le député, maintenant, je peux le dire, nous allons parler de politique évidemment ce matin, mais avec un symbole particulier puisque le 7 octobre dernier avait lieu en Israël ce massacre perpétré par le Hamas. On a beaucoup pointé du doigt LFI finalement. Qu'est-ce que vous auriez à dire ce matin ? Eh bien, d'abord, nécessairement, puisque cet événement a été terrible pour le peuple israélien, et je veux adresser une pensée aux familles, aux personnes qui ont perdu leurs proches et aux familles qui ont toujours des otages qui sont retenus à Gaza. Je pense qu'il y a là une compassion à avoir, ce qui était évident. Et bien entendu que cette journée pour ces personnes est particulièrement rude et difficile. Désormais, si vous voulez, et ce que nous avons vu aussi se déployer à la suite du 7 octobre, a causé d'énormes violences et des victimes palestiniennes et désormais libanaises également, et la nécessité absolue politique, ce pourquoi nous nous organisons, ce pourquoi nous travaillons et nous œuvrons, c'est le cessez-le-feu. Et je crois que cette solution politique, cette dimension politique est importante, elle est même absolument essentielle à saisir, et c'est aussi l'occasion de le dire aujourd'hui. Avec une escalade au Liban, vous le disiez, Pierre-Yves Cadalin, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, ce conflit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, outre le fait d'appeler au cessez-le-feu, politiquement? Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Alors je sais que la question est vaste et qu'on ne pourra pas y répondre forcément ce matin. Bien, je pense que déjà l'application du droit international est une dimension absolument centrale dans ce problème depuis ce qui s'est passé. Car en réalité, les bombardements à Gaza, puis aujourd'hui au Liban, ont dépassé de très loin tout ce qui était possible dans le cadre du droit international. Et du côté de la France insoumise, effectivement, nous avons eu à subir des injures sur notre positionnement qui, en réalité, depuis le début, s'en tient à la défense du droit international, car nous avons dit depuis le début que le 7 octobre était un crime de guerre. Et nous avons dit que par la suite, il n'était pas possible de répondre à un crime de guerre par d'autres crimes de guerre. Et en réalité, alors que, selon les chiffres et les estimations en réalité les plus basses, il y a désormais plus de 40 000 morts à Gaza, que en l'espace d'une semaine, plus de 1000 personnes ont été tuées au Liban, et que nous ne savons pas exactement ce qu'il va advenir du Liban dans les jours qui viennent. Moi, j'ai eu des Brestois qui vivent aujourd'hui au Liban, qui vivent à Beyrouth, qui sont tout à fait inquiets, car rien n'est prévu à ce stade pour le rapatriement des ressortissants, parce qu'ils ont dû réserver un vol commercial. Mais je voyais hier que la route de l'aéroport entre Beyrouth et l'aéroport avait été bombardée. Donc moi, je veux témoigner déjà aux ressortissants français ma plus grande inquiétude, et surtout le fait que je partage leur inquiétude, et que nous allons interpeller le ministère comme nous l'avons déjà fait la semaine dernière. Et puis ma plus grande solidarité au peuple libanais, qui se trouve pris dans un engrenage guerrier qu'il n'a absolument pas souhaité. Et vous parliez du risque de l'escalade. Effectivement, c'est celui-là qu'il faut canaliser en respectant le droit international, c'est-à-dire le refus des crimes de guerre, je l'ai dit, mais également l'application des décisions qui ont été prises par la Cour internationale de justice, c'est-à-dire le fait qu'il fallait un cessez-le-feu à Gaza, décision qui a été également celle du Conseil de sécurité des Nations Unies en mars dernier, et décision réitérée en mai par la Cour internationale de justice. L'ensemble de ces décisions doivent être appliquées, parce que c'est à partir du respect en toute situation du droit international que l'ordre international pourra sembler juste largement dans le monde. Donc vraiment, j'y tiens, c'est important, c'est la position de la France insoumise, ça doit être également celle de la France, car la France, quand elle parle, la voix du droit international est respectée à l'international.
Avec cette parole d'Emmanuel Macron, c'était samedi, qui a préconisé qu'il y ait un embargo, en tout cas il n'y ait plus de livraison d'armes vers Israël. Est-ce que c'est un pas important à vos yeux, même s'il y a eu une forme de rétropédalage après ? Bien, cette parole est importante, effectivement. Cette parole est importante et nous le demandons depuis longtemps que un embargo pèse, car il n'est pas possible que la France, ni d'ailleurs l'Allemagne, qui est après tout un pays membre de l'Union européenne à nos côtés, livre autant d'armes qui peuvent servir ensuite à tuer des enfants, des civils. C'est sur le plan, bien entendu, du droit inacceptable, mais c'est également inacceptable sur le plan moral. Donc cette parole du président de la République était bienvenue. Elle a effectivement donné lieu à une forme de rétropédalage, comme vous dites, ce qui est assez habituel de la part d'Emmanuel Macron, qui a tendance à envoyer des signaux contradictoires et contraires qui tendent là aussi à décrédibiliser la parole internationale de la France. Nous veillons à une expression claire, fondée sur des principes qui ne varient pas et qui permet aussi à ce que la France porte au niveau international ce qu'elle a donné au monde en partage avec la Révolution française, à savoir les principes républicains et la nécessité de défendre l'égalité entre tous les êtres humains, sans exception. Alors on va parler de politique intérieure, on va revenir aux préoccupations aussi des Français aujourd'hui face à l'inflation, face aux difficultés pour boucler les fins de mois et face à une rigueur qui ne dit pas encore son nom, mais que l'on sent venir pas à pas avec, par exemple, cette déclaration dans le courant du week-end aussi du gouvernement qui souhaite augmenter les taxes sur l'énergie. Alors, les taxes sur l'énergie, mais avec néanmoins peut-être, et c'est ça un petit peu l'ambiguïté de la chose, une baisse de l'électricité de 10% sur le tarif réglementé. Alors voilà, avant d'y voir assez clair, est-ce que c'est un mauvais signal envoyé aux plus précaires finalement, ou à ceux qui ont le plus de difficultés à payer finalement là aussi l'électricité ou les achats du quotidien? Il est clair que depuis le discours de politique générale de Michel Barnier, le signal envoyé est extrêmement clair et il est extrêmement contradictoire avec la décision prise par les Français le 7 juillet dernier, à savoir qu'il y ait un changement dans la politique économique qui soit menée. Alors que, bien entendu, après avoir écouté Michel Barnier, lorsqu'il nous parle de l'austérité, de la nécessité absolue de la baisse des dépenses publiques, de cette baisse qui serait quand même dans des proportions considérables, pour 40 milliards d'euros, et n'indiquant rien que la fiscalité serait rendue plus juste ou qu'elle soit à la hauteur des problèmes que rencontrent les Français. Bon, bien entendu, là, on se trouve dans un problème absolument majeur. Et donc, il est clair que la nécessité d'une alternative cohérente, là, se pose absolument. Le gouvernement n'a pas entendu finalement le message des Français qui se sont portés, on l'a vu sur, j'allais pas se dire les 3 tours d'élection, puisqu'il y avait l'élection européenne et puis les 2 tours des législatives, vers les forces de gauche d'un côté, vers le Rassemblement national également de l'autre. Là, il y a eu un message fort. Le gouvernement passe à côté de ce message ? Le gouvernement passe complètement à côté de ce message. Je parlais du plan d'austérité. Il s'agit de 40 milliards d'euros sur 2025. C'est l'équivalent du budget cumulé de la santé, des sports, de la culture, des affaires étrangères et de la justice. Donc il va falloir que le gouvernement nous explique où il va trouver 40 milliards d'euros et qu'il aille expliquer cela aux AESH que j'ai vu par exemple en allant visiter l'école de Beauhardt sur ma circonscription, qu'il aille expliquer ça également aux enseignants, qu'il aille expliquer ça aux soignants qui n'en peuvent plus, que le gouvernement aille voir vraiment sur le terrain les gens qui ont souffert, mais vraiment terriblement ces dernières années, des coupes dans les budgets sociaux, qui sont mal payés, grâce auxquels notre pays tient, parce que c'est grâce aux enseignants, grâce aux soignants, grâce finalement à tous ceux qui font vivre les services publics, qu'il y a encore un peu de solidarité, qui vit et que le pays tient autant qu'il peut, que ces gens qui souhaitent maintenir cette politique aillent les voir, leur expliquer que ça va continuer comme ça, en pire. Et que surtout, ils ne tireront aucune leçon de ce sur quoi ils sont eux-mêmes responsables. Parce que si vous regardez depuis 2017 sur les comptes sociaux, dans l'État, à la fois les comptes sociaux et les comptes de l'État, c'est 70 milliards de recettes en moins par an. Du fait de la politique d'Emmanuel Macron. 70 milliards par an. Et ensuite, ces gens reviennent et puis disent « Oh mon Dieu, il n'y a plus d'argent, il y a un déficit ».
Mais ce déficit, ils l'ont créé sciemment, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient qu'ils arrosaient leurs copains les plus riches dans le pays, parce que c'est ça qu'il s'est en réalité passé depuis 2017, et que, eh bien, ce serait à tout le monde ensuite de payer les pots cassés. Et vous voyez, quand je vois quelqu'un comme Gérald Darmanin dire « Ah, il faut que les Français travaillent davantage », mais ça suffit, ces donneurs de leçons. Il veut abolir les 35 heures, finalement. Voilà, c'est ça. Darmanin. Alors, évidemment, Gérald Darmanin n'a qu'assez peu de connaissances en économie, puisque il ignore que c'est la phase de création des 35 heures qui a créé le plus grand nombre d'emplois ces dernières années. C'est quelque chose d'assez peu surprenant, mais ce qui est absolument insupportable, c'est ce ton de donneur de leçons. Parce que vous voyez, les gens qui nous écoutent, qui vont au travail ou qui y sont déjà, eh bien, seront ravis d'apprendre que l'ancien ministre de l'Intérieur souhaite qu'il travaille davantage, sans doute d'ailleurs pour être payé autant, parce que c'est ça la réalité de la politique de ces gens-là. Et je veux dire, le fond idéologique derrière cela, c'est que les capitalistes, les plus riches du pays, ceux qui touchent des dividendes, eux, eh bien non, ils ont tous les droits. Le droit de financer des médias racistes, comme Bolloré, par exemple, parce que c'est le cas d'Europe 1, du JDD et de CNews, et c'est ce pourquoi j'étais à Concarneau avant-hier, une grande manifestation et un grand rassemblement qui était bien vu dans le droit, finalement, de propager des idées anti-républicaines dans le débat public, le droit de demander à payer moins d'impôts, le droit, finalement, à refuser d'établir des normes écologiques qui garantiraient un futur plus stable pour tout le monde. Bon, les riches, ils ont tous les droits. Par contre, nous, on n'a que le droit d'entendre Gérald Darmanin et des gens pareils dire « Ah ouais, faut travailler davantage », etc. Des gens qui font de leur vie toute une carrière politique, ce qui n'est pas forcément, je veux dire, un mal, mais ensuite qui, en plus, se trouvent le droit d'aller faire la leçon à tout le monde. D'aller, voilà, comme le bourgeois du coin, là, dire « Ah non, 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 tu ne travailles pas assez, mon brave ». Ah ben, Gérald Darmanin va lui dire, lui n'est plus au gouvernement, à un moment donné, qu'il la mette un peu en veilleuse peut-être, parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de personnes qui donnent des leçons alors que tant de gens travaillent si dur dans le pays. Alors, il y a eu un signal qui a été envoyé par Michel Barnier lors de son discours de politique générale en disant, voilà, on va taxer les plus riches et on va taxer aussi les entreprises qui font plus de, alors je crois c'est 3 milliards de bénéfices. Est-ce que c'est un bon signal ou est-ce que pour vous c'est pas assez ? Bon, déjà, il faut reconnaître qu'il y a là une forme de victoire idéologique, parce que cela fait plusieurs années que nous disons que la taxation sur le capital, sur le patrimoine, sur les plus hauts revenus n'est pas suffisante dans le pays. Enfin, d'ailleurs, qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'en plus, elle est baissée systématiquement par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Donc, la victoire idéologique est là, mais en même temps, il y a une hypocrisie. Je vous parlais de ces 70 milliards par an qui manquent du fait de la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron. La contribution exceptionnelle que propose Michel Barnier n'est pas à la hauteur du manque à gagner de ce qu'ils ont creusé dans les comptes publics et dans les comptes sociaux. Donc en réalité, ce qu'il reste à apprendre à Michel Barnier, c'est que l'impôt, ce n'est pas l'aumône. Et donc que la contribution, elle ne doit pas être exceptionnelle. Voyez-vous, nous, la TVA, on ne la paye pas exceptionnellement. L'impôt sur le revenu, on ne le paye pas exceptionnellement. On le paye tous les ans. Et donc, ceux qui ont des gros patrimoines, ceux qui préfèrent distribuer l'argent produit dans l'entreprise en dividende plutôt qu'en investissement ou en augmentant les salaires, eh bien, ceux-là, ils doivent chaque année aussi donner leur part au trésor public et à la solidarité nationale. Donc, j'ai envie de dire à Michel Barnier, encore un petit effort, mais je sais que ce n'est pas lui qui le fera. Par contre, nous sommes toujours disponibles avec le nouveau Front Populaire pour gouverner ce pays. Alors justement, il y a eu ce message, on en parlait en commençant l'interview, des Français qui ont placé le nouveau Front Populaire quasiment en tête. Alors je dis quasiment parce que ça se tient dans un mouchoir de poche aujourd'hui à l'Assemblée nationale et le Rassemblement national. Alors évidemment, je suppose que la montée, en tout cas la progression du Rassemblement national vous interpelle dans les rangs de la LFI ou plus largement du NFP. Est-ce qu'il y a urgence finalement à avoir un cap et un cap social et un cap économique pour éviter peut-être endiguer cette montée du Rassemblement national qui progresse? Tout à fait. Pendant la campagne électorale, la campagne législative, je disais deux choses. Je disais non seulement il nous faut gagner avec le nouveau Front Populaire, et il ne faut pas décevoir.
Cela a supposé que on respecta les résultats de l'élection législative et que nous puissions gouverner. Là, nous n'avons pas été mis en état de gouverner. Et je veux juste dire un mot sur cette situation, c'est que il faut bien que tout le monde comprenne que les députés macronistes, les députés du groupe Horizon, les députés du groupe Modem, toutes ces personnes qui sont élues, qui sont au nombre à peu près de 160, grâce d'ailleurs à ce que nous avons appelé, c'est-à-dire le fait qu'il fallait battre le Rassemblement national et que beaucoup de nos candidats se sont retirés au second tour. Bon, ces gens-là ont préféré annoncer qu'ils allaient censurer un gouvernement de gauche, d'accord, dans un premier temps, et ensuite, dans un second temps, ils ont soutenu, c'est ce qu'on va voir demain et de la censure, mais normalement c'est ce qui va se passer, ils ont soutenu un gouvernement de droite, soutenu tacitement par l'extrême droite. C'est-à-dire que ces 160 personnes ont trahi absolument toutes les raisons pour lesquelles ils avaient été élus. Et y compris l'ensemble finalement de l'idée qu'il y avait de la part des électeurs qui se sont dit il vaut tout de même mieux qu'ils soient élus eux que le Rassemblement national. À la fin, on se retrouve avec un gouvernement soutenu par le Rassemblement national et un ministre de l'Intérieur comme Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui mérite quand même qu'à chaque fois que nous en ayons l'occasion, nous répétons ce qu'il est capable de dire. Cet homme parle de français de papier, c'est-à-dire une expression vichiste de Pétain. Cet homme parle des belles heures de la colonisation. Je veux dire, ce qui peut être une blague de Michel Sardou, mais là, on parle quand même du ministre de l'Intérieur. Et cet homme parle également de régression vers les origines ethniques d'une partie de la population. Cet homme est donc raciste. Nous avons un ministre de l'extrême droite raciste. Je veux dire, il n'est pas possible de parler de régression vers les origines ethniques en République. De quoi parle-t-on? Même Marine Le Pen, dans son entreprise d'essayer de faire penser qu'elle ne l'est pas, n'oserait pas parler comme Bruno Retailleau. Elle passerait plutôt pour modérer face à Bruno Retailleau. Dans la manière dont elle parle. Mais donc c'est insolable parce que ça trahit le sens vraiment de l'élection du 7 juillet dernier. Les Français n'ont pas voulu du Rassemblement national. Et donc ces 160 là du bloc dit centriste, eh bien, ils ont une responsabilité, mais politique, morale et personnelle. Ils ont refusé que le nouveau Front populaire gouverne, et là, ils appuient un gouvernement soutenu par le Rassemblement national. C'est une honte, et moi, je vous le dis, quand je suis à l'Assemblée, quand on voit Michel Barnier, à la fin, il n'est applaudi que par 40 députés qui se lèvent, mais on se dit qu'il y a quand même un problème démocratique. Si Lucie Castet avait été Premier ministre, moi, je vous le dis très clairement, on aurait été les 193, et sans doute quelques autres d'ailleurs, à se lever pour applaudir la Première ministre. Et bien, ça aurait donné autre chose comme image dans l'Assemblée qu'un petit groupe de 40 où on a l'impression qu'ils se sont fait un gouvernement sur le dos des Français. C'est ridicule sur le plan démocratique. C'est grave, c'est pourquoi nous avons engagé la procédure de destitution du président de la République, et c'est inadmissible sur le plan du programme qui va être appliqué. C'est pourquoi demain, j'espère que l'Assemblée nationale va censurer le gouvernement parce qu'il faut que les parlementaires se fassent respecter. Voilà, alors il y a cette motion de censure que vous avez déposée qui sera votée demain à 17h. Je regardais mes petites notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, vous avez espoir qu'elle arrive à remporter les suffrages, cette motion de censure, ou c'est plus symbolique? Vous voyez, je disais ça l'autre jour à l'autre député de Brest. Il y a un député sur la 3e circonscription avec le Léon, etc. Moi, mes parents sont de Ploudalmézeau, donc je connais bien sa circonscription. Et je lui disais, Stella Dupont, qui est une députée macroniste, là, a quitté le groupe en disant je quitte ce groupe parce que il va soutenir un gouvernement sous l'emprise du Rassemblement national. Et moi, j'ai dit à Didier Le Gade, qui a passé une bonne partie de sa vie au Parti socialiste, quel malheur que vous n'ayez pas ce courage. Quel malheur que vous n'ayez pas le sens de l'histoire et des responsabilités qui sont les vôtres en ce moment. Et j'espère, parce que on peut toujours tout de même concevoir quelque espoir, aussi fou soit-il, que demain, les macronistes soient au rendez-vous de cette histoire et censurent le gouvernement. Et qu'on reprenne le cours normal de nos institutions. C'est-à-dire qu'un gouvernement du nouveau Front populaire gouverne, fasse reculer dans le temps le Rassemblement national, car il ne reculera qu'avec une politique concrète de redistribution des richesses, de redistribution avec le fait que le travail paye, d'augmentation des salaires, de reconstruction de nos services publics, bref, une politique de gauche, et que on puisse fermer la parenthèse d'une sorte de
resserrement de la Macronie autour du pouvoir de l'argent, parce que c'est ça le fond de l'affaire là, de ce que nous vivons depuis 3 mois, c'est qu'ils ne veulent rien partager, rien du tout. Et donc, il y a ce resserrement de la Macronie d'une part, et puis il y a cette porte ouverte au Rassemblement national, comme si tout cela était normal. Il va falloir cependant aussi remonter les finances publiques, 3228 milliards de déficit. Ah bah ça c'est clair. Comment continuer à faire fonctionner le pays et en même temps continuer à vivre tout simplement, et à faire vivre l'économie française et le pays tout simplement? Bon, déjà, ce que l'on sait, c'est qu'une cure d'austérité et des coupes budgétaires massives produisent davantage de récession et de recul de l'activité économique. Je veux dire, ça, c'est établi. Alors, moi, parfois, si vous voulez, là, j'ai 32 ans. Et j'ai l'impression, je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'opérer un retour vers le futur, là, comme dans le film avec Michel Barnier. C'est en fait, la droite dit tout le temps la même chose, tout le temps, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, il faut toujours baisser les dépenses publiques, les Français travaillent pas assez, le droit du travail est trop contraignant, il y a trop de normes. Depuis que je m'intéresse à la politique, c'est la même rengaine. Et pourtant, si vous voulez, depuis que je m'intéresse à la politique, la gauche n'a jamais véritablement gouverné dans le pays. Donc à un moment donné, là, il s'agit d'appliquer une autre politique, parce que si on continue là-dessus, effectivement, ça va pas le faire. Et une autre politique, c'est quoi ? C'est une politique d'investissement dans notamment les énergies renouvelables, tout ce qui a trait à l'écologie, une politique d'installation des agriculteurs avant que notre agriculture s'effondre sur elle-même, puisque là, tout le monde va partir dans les années qui viennent, quasiment, c'est la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Une politique d'investissement dans les infrastructures, parce que quand je vois, par exemple, la prison de Brest, elle est dans un état lamentable que j'ai visité l'autre jour, quand je vois les travaux nécessaires à l'université à Brest, etc., et on pourrait multiplier les exemples, une politique d'investissement dans le ferroviaire, bref, tout ça, ça ferait de l'activité, ça ferait rentrer de l'impôt, ça ferait rentrer des recettes. Il faut des recettes supplémentaires. Faut pas se dire, ah, tiens, on va couper, continuons à couper. Mais à ce moment-là, annulons l'État. Enfin, si c'est ça leur idéal, on peut carrément supprimer tous les budgets publics. Parce que les enseignants, ils sont payés 30% de moins en parité de pouvoir d'achat qu'il y a 40 ans. C'est fantastique. Après, ils sont là, on trouve plus d'enseignants. Surprise. Je veux dire, on est quand même gouverné par des gens qui n'ont aucune projection sur l'avenir, aucune capacité à penser quoi que ce soit. Et ensuite, ils s'étonnent. Ils arrivent, ils disent, tiens, Barnier, on va peut-être ramener les enseignants retraités. Mais brillantissime. Brillantissime. Je veux dire, les jeunes comme moi, là, avant d'être député, là, j'étais chercheur à l'université contractuelle. Je veux dire, nous, ce qu'on demande, c'est des postes de titulaires. C'est pas de ramener des gens de 70 ou 75 ans pour remplir des postes qu'on nous donne pas. C'est invraisemblable. Et ils disent ça tranquillement, avec leur petit ton doucereux, là, comme si c'était normal. C'est ahurissant. Et je veux dire, il y a quand même un côté lunaire, quoi, à ce qu'on ait même ce débat. Tiens, doit-on faire revenir les anciens retraités? Ah bah oui. Il y a aussi là encore ce message d'alerte des Français, des Bretons aussi, qui ont voté là aussi massivement pour le Rassemblement national. On n'avait pas connu ce phénomène dans la région. En Bretagne, il n'y a pas un député RN. Alors, il n'y a pas un député RN, mais il y a un message d'alerte quand même, il y a une demande, on l'entend dans les campagnes, on est oublié, les services publics ferment, c'est difficile sur les mobilités, vous parliez à l'instant du ferroviaire, quid par exemple de la ligne transversale Saint-Brieuc-Auray, Pontivy, ou encore peut-être de la remise en service de Morlaix-Roscoff, là encore on est dans le ferroviaire. Il y a beaucoup de demandes du quotidien. Est-ce que c'est là que ça pourrait casser notre République, si les demandes du quotidien ne sont pas satisfaites, si on ne donne pas satisfait finalement au peuple qui demande des choses? Mais oui, vous avez raison. En fait, les demandes fondamentales sont des demandes liées aux services publics, sont des demandes liées au temps de déplacement qu'on a, sont des demandes liées aux commerces qui ont fermé aussi. On pourrait aussi avoir une politique qui soit mise en place de développement des petits commerces dans les zones rurales. Et ça irait en parallèle avec l'installation des nouveaux paysans, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, pour que les campagnes vivent, il faut qu'on y mette de l'activité, il faut qu'on y investisse. Et les demandes sociales, elles sont parfaitement légitimes, et moi je ne confonds aucunement les demandes de services publics ou les demandes sociales de la part d'électeurs du Rassemblement national avec les demandes racistes, parce que les demandes racistes, elles ne sont pas acceptables. De dire on veut que les gens qui soient issus de l'immigration s'en aillent,
Ça, c'est la version Zemmour, mais c'est pas acceptable de dire tous les problèmes de sécurité sont liés à l'immigration. Ça, ce n'est pas acceptable parce que, en plus, c'est faux. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer. Je veux dire, il y a des demandes sociales qui sont légitimes. Ces demandes sociales légitimes, la gauche, si on la laisse gouverner, va y répondre. Et ensuite, il y a la traduction de ces demandes sociales et de la colère d'une partie des gens par la droite, qui veut toujours protéger le pouvoir de l'argent. Et alors, cette traduction, elle est toujours raciste. Mais il y a des études qui ont montré ça. Dans les médias, à la fois, on va dire, les éditocrates de service et puis les gens, les responsables politiques de la droite, etc., considèrent que les gens sont plus racistes et conservateurs qu'ils ne le sont vraiment. Et donc, on passe à... Ah bah les gens... J'ai fait un débat pas plus tard qu'avant-hier comme ça. On dit, ah les gens... ils ont un problème à l'immigration. Ah mais vous êtes dans l'idéologie. Mais moi, ça fait des années et des années que je milite. Mais à part 2-3 allumés, personne n'est venu me voir en disant « Moi, ma vie ira mieux sur dégage Mohamed, etc. » Personne. Donc, à un moment donné, il faut quand même redescendre sur Terre, justement. Ça leur va bien d'imaginer que les gens sont racistes. Et non seulement ça leur va bien, mais en plus, c'est du mépris de classe. Parce qu'ils se disent à chaque fois, ah bah voilà, on va pouvoir exciter les petites passions des uns des autres. Non, le peuple, il est bien au-dessus de ça, bien au-dessus de leurs petites obsessions. Et ces obsessions, elles sont d'ailleurs dans l'histoire souvent venues de secteurs qui ne sont pas les secteurs ouvriers. Parce que je veux quand même rappeler à ce micro que la première profession encartée au parti nazi dans les années 30, c'est des avocats et des médecins. C'est pas les ouvriers. Donc à un moment donné, et la base historique du Rassemblement national, elle se trouve dans la bourgeoisie du Sud-Est. Elle se trouve pas dans la classe ouvrière. Donc à un moment donné, la classe ouvrière, il faut pas qu'elle se trompe. Et moi je le dis, nous, on a maintenu le flambeau d'une gauche de rupture, d'une gauche qui est dans l'intérêt de la classe ouvrière. Et donc aux élections, il faut aller donner de la force de ce côté-là, pas donner de la force à ceux qui sont toujours à la fin les pantins du capital. Alors il nous reste une petite minute. Vous avez parlé des médias que vous mettez en cause finalement dans peut-être cette montée de l'intolérance. Alors bon, vous avez cité les médias de Bolloré. Est-ce qu'aujourd'hui il faut justement là aussi penser avoir un meilleur équilibre dans les médias, avoir une meilleure forme d'expression en règle générale? Oui, d'abord, je veux saluer le travail que vous faites comme radio associative et je pense que de nombreuses radios associatives devraient se développer, qu'il y a une urgence à déconcentrer la propriété des médias, c'est-à-dire à permettre que ça ne soit pas uniquement aux milliardaires qu'échoit la possibilité de développer tel ou tel média, puisque ce qu'il faut, c'est tout de même assurer le pluralisme à la fois et des médias associatifs en garantissant aussi l'indépendance des médias publics, et ça, de ce point de vue-là, le pouvoir de nomination du président de la République est problématique, mais aussi la suppression de la redevance. On parlait des recettes qui ont été supprimées, il y a notamment la redevance, et donc maintenant, il n'y a plus de taxes à louer. Donc, c'est au petit bonheur la chance, chaque année, on va voir si l'audiovisuel public aura de l'argent. Ça, ce n'est pas possible, parce que ça fragilise énormément ce secteur. Et donc, là encore, une politique, celle qui est contenue dans le programme du nouveau Front Populaire, est nécessaire, elle ne demande qu'à être appliquée, et c'est possible si dès demain, nous censurons le gouvernement. Voilà la réponse demain à 17h. Pierre-Yves Cadalin, député LFI-NFP de la 2e circonscription du Finistère, circonscription de Brest, était avec nous ce matin après un long périple pour venir dans nos studios de Quessois, mais la prochaine fois, c'est promis, ce sera dans nos studios brestois. Voilà, merci beaucoup. Puisqu'on peut écouter Bretagne 5 en DAB+, à Brest, voilà, ça me permet de le placer. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.